BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Et pour ce faire, on retrouve Gilles Petit. On est parti, Gilles ? C'est parti, on y va. Allez, question de Romain qui nous écrit depuis Grasse. Son employeur a décidé de contracter une assurance homme-clé. De quoi s'agit-il au juste et est-ce que ça va lui coûter à lui quelque chose à plus ou moins brève échéance ? Assurance homme-clé. L'assurance homme-clé, oui. Alors en fait, c'est une... non, déjà, il n'y a pas de frais pour la personne qui est impliquée. En fait, c'est une assurance que va prendre une entreprise sur la tête, c'est le terme désigné, sur la tête d'une personne importante dans l'entreprise. Donc, en règle générale, ça peut être le chef d'entreprise, mais pas uniquement. Ça peut être un créatif, un publicitaire, voire, puisqu'on parle de grâce là, dans cette question, voire un nez chez un parfumeur. Parce que c'est des compétences qui sont quand même très rares et des gens qui valent très cher. Et le principe de l'assurance homme-clé, c'est quoi ? C'est simplement de souscrire une assurance de façon à ce que si jamais la personne venait à décéder ou est un accident qui l'empêche d'exercer sa fonction, l'entreprise puisse bénéficier d'un apport d'argent, tout simplement, pour faire face à ces contraintes, on va dire, ces contraintes de tous les jours, c'est-à-dire rembourser un prêt qu'elle a pu souscrire, des charges à payer. Ça permet à l'entreprise de survivre financièrement à un coup dur, disparition de quelqu'un important. Une petite question qui me vient comme ça. Quand on souscrit une assurance de ce type-là, on pourrait penser au crédit immobilier. On est obligé de se soumettre à un examen médical, etc. Oui, c'est la même chose ? Oui, absolument. C'est une assurance. Donc ça marche pareil. Et l'employeur obtient les... Alors, ce qui se passe, c'est que l'assurance homme-clé, on peut la souscrire jusqu'à l'âge de 65 ans. Il y a même certains contrats qui vont jusqu'à 80 ans. 65 ans, généralement, on a simplement besoin de remplir un questionnaire de santé. 80 ans, en règle générale, on passe aussi un check-up derrière, parce que les assureurs ne sont pas non plus des gens... il faut quand même attention. Ouais. Donc, non, c'est la même chose. Et il faut savoir aussi que les assureurs font souvent un distinguo entre les gens qui fument et ceux qui ne fument pas. Donc ça, il faut le savoir aussi. Mais c'est exactement le même principe. Alors, ce qui est intéressant dans l'assurance homme-clé quand même, c'est qu'au-delà de la garantie assurantielle et surtout au-delà pour l'entreprise de faire face à ces échéances financières de très court terme, si jamais l'événement gravissime se réalise, là j'ai trouvé une nouvelle formule. Vous avez vu, c'est événement gravissime. L'événement gravissime se réalise. Si l'événement gravissime se réalise, les primes qui seront perçues pourront être déductibles des impôts que l'entreprise aura à payer. Et c'est la même chose au moment... alors ça, il faut que je sois clair, pas les primes perçues, mais les primes que l'on verse à l'assureur, ça c'est déductible en charge d'exploitation. Et au moment où on touche l'assurance, si jamais ça se produit, effectivement, on a un délai de 5 ans pour régler ce surcroît d'afflux de liquidité. Donc ça permet à une entreprise de se retourner je ne vais pas dire malheureusement, mais heureusement, on a connu un cas comme ça en France. Ah oui, j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose dont on fait la pub souvent ? Alors, on n'en fait pas les assureurs en parlent de temps en temps, mais effectivement, il y a eu en 2003 le décès brutal d'un chef. Bernard Loiseau. Voilà, Bernard Loiseau pour ne pas le citer. Ça a permis à son restaurant de passer cette épreuve et de faire face à ces échéances financières. Donc, c'est vraiment un outil qui est très utile et qui n'est pas seulement pris sur la tête d'un dirigeant, mais qui peut être sur celle d'une personne importante dans l'entreprise, un directeur général, un créatif. Donc Loiseau, c'était quand même quelqu'un d'important. Bien sûr, non, mais on est tout à fait d'accord, et c'est pour ça que l'assureur a accepté le contrat. Mais donc c'est un produit important et surtout, ça ne coûte rien à la personne sur qui on prend la salarié, au salarié. À part de remplir son petit questionnaire médical. Voilà, c'est tout. Bon. Eh bien voilà donc, Romain à Grasse, vous pouvez être tranquille, vous êtes bien couvert et vous n'avez rien à payer. Votre entreprise. Votre entreprise, oui. Stéphane est à Strasbourg, sa mère est décédée il y a 2 ans et c'est juste maintenant que le capital de son contrat d'assurance vie lui est versé et il constate un manque de sérieux évident, voire une opacité dans le calcul de la rémunération versée entre le décès et le moment où il a effectivement reçu le capital et il veut savoir du coup
ce qu'il peut faire, vers qui se retourner. Ouais. Et ben, l'autorité ça me paraît vachement long, non, le délai là. Ça dépend. Vous savez, dans une famille, et le règlement de succession, ça peut prendre du temps. Donc, 2 ans, non, c'est pas... Oui, ça commence à être long, donc, mais... L'assurance vie verse les fonds, il y a pas... ça peut être long. Oui, mais alors, justement, pour répondre tout de suite à la question, c'est donc l'autorité de contrôle prudentiel, hein, l'ACP, qui s'occupe de ce genre de choses. Et l'ACP, justement, en 2012, a mené une enquête sur ce sujet-là, en prenant simplement 61 contrats, ce qui représente environ 10% de l'offre qu'on trouve en France, et s'est rendu compte que sur ces 61 contrats, il y avait quand même de grandes disparités, c'est-à-dire qu'en gros, malheureusement, certains assureurs font un petit peu comme bon leur semble, puisque là, on parle effectivement de ce qu'on appelle le capital garanti, hein, qui est versé... Et effectivement, sur les 61 contrats, vous aviez un peu tout et n'importe quoi. Vous aviez des clauses très opaques qui expliquaient qu'on revalorisait le capital en suivant certains indices, d'autres qui ne prévoyaient pas de revalorisation du tout, d'autres qui jouaient sur la date. Alors certains prenaient la date du décès, d'autres c'était la date à partir de laquelle on apporte les pièces justificatives du décès. Enfin, des choses très compliquées. Donc effectivement, il faut, s'il y a un problème, et si vous pensez qu'il y a un vrai problème là-dessus, se tourner vers l'autorité de contrôle prudentiel. Et 2 ans, eh ben, ça montre aussi que certaines successions sont parfois compliquées, et aussi que certains assureurs ne sont pas pressés de rendre l'argent que vous avez pu placer chez eux. Donc, pour revenir au sujet de cette matinée match PERP assurance vie, finalement, quand vous avez un PERP, vous touchez quand même une rente, tandis que quand vous voulez récupérer votre assurance vie, ça peut des fois prendre un peu de temps. Voilà, il faut le savoir. Gilles Petit, toujours. Qui défend un produit. Bon, ben voilà Stéphane, c'est l'ACP qui peut vous épauler sur cette question-là. Patrick est à Alençon, son conseiller lui propose un placement dans des diamants. Oula. Oulala. C'est bon, vous avez votre réponse. Bon, donc, du coup, il s'inquiète sur les garanties de ce conseiller. Alors, les garanties, eh ben, écoutez, à part, j'ai malheureusement envie de vous dire, à part la confiance que vous pouvez placer dans votre conseiller, il n'y a pas de garantie, puisque là, on est dans ce qu'on appelle les placements atypiques. Dans les placements atypiques, il y a effectivement les diamants, les œuvres d'art aussi, hein, le vin, les manuscrits également, et puis tout un tas de choses qu'on peut vous proposer, des exploitations lointaines. Et il ne s'agit pas de produits qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers. Donc effectivement, vous prenez un risque important là-dessus. Le diamant, faut quand même se souvenir, j'étais très jeune à l'époque, mais dans les années 70, on proposait du diamant aussi, et ça s'est quand même très mal fini pour ces placements-là. Donc, surtout pour un président de la République, c'est ça? Pas uniquement, mais ça coïncide un peu avec cette histoire-là, mais pas uniquement. On a eu, à cette époque-là, il y a eu un grand engouement pour les placements en diamant, et certains conseillers les mettaient en avant, voire même c'était des participations. C'est marrant parce on joue l'or, on joue l'argent, voilà, mais le diamant, métaux, oui, mais le diamant, c'est encore plus rare, j'ai envie de vous dire. Effectivement, placé dans un diamant, ça peut être une valeur sûre. Moi, j'ai envie de conseiller, si vous voulez placer dans un diamant, peut-être que le mieux, c'est finalement, si vous êtes marié, ou si vous êtes fiancé, ou si vous allez vous fiancer, ou si vous allez vous marier, ou si vous aimez simplement les bagues. Exactement, parce que ça, généralement, c'est un placement qui ne se déprécie pas. Par contre, si on propose un placement en diamant, ça, il faut faire attention. C'est pas réglementé par l'AMF, et c'est un petit peu à vos risques et périls. Le marché, il est quoi, essentiellement à Amsterdam, c'est ça, ou Oui, c'est ça, c'est aux Pays-Bas, et non, franchement, il vaut mieux éviter, parce que l'AMF fait des alertes régulières là-dessus, et il faut vraiment que vous ayez des informations très claires sur le sujet. Attention donc, Patrick, sur l'investissement en diamant, voilà. À vous de jauger la confiance que vous avez dans votre intermédiaire. Et en compagnie de Gilles Petit de Gestion de Fortune, on continue à répondre à vos questions, celles que vous nous envoyez par exemple sur notre site internet bfmbusiness.com, et la question de Bruno à Angers qui a récemment, Gilles, mis un local à la disposition d'une association, et il veut savoir du coup s'il peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une mise à disposition à titre gratuit. En fait, vous allez pouvoir mettre votre local à disposition d'une association. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans le contrat, le bail que vous allez signer avec l'association, vous allez bien spécifier la valeur du loyer et spécifier le fait que vous n'allez pas percevoir ce loyer.
Et effectivement, ça vous ouvre droit à l'abattement qu'on connaît tous quand on fait un don à une association. D'accord, c'est dans la même catégorie. C'est exactement la même catégorie. C'est donc 66% du montant du don pris dans la limite de 20% du revenu imposable. Je suis en train de penser, comme c'est une personne qui est à Angers, c'est je crois le 49. Ouais, c'est le 49. Voilà, donc je pense que la question mérite intérêt puisque la télédéclaration est encore possible jusqu'au 7 juin pour cette personne. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, si vous faites, donc vous bénéficiez de cette réduction-là, mais attention, quand vous faites votre déclaration d'impôt, puisqu'on est en plein dedans encore pour tous ceux qui télédéclarent, il faut que d'un côté vous déclariez le montant des loyers dans vos revenus fonciers et qu'ensuite vous mettiez ce montant-là aussi dans tout ce qui est versé aux associations. Il faut faire figurer les deux, de façon à ce que le centre des impôts vous applique la déduction. Mais ça peut être effectivement une démarche intéressante. Eh bien voilà, Bruno, vous avez encore quelques jours pour télédéclarer. Dépêchez-vous. Cette réduction d'impôt. Stéphanie à Melun, qui souhaite diversifier ses placements et qui se voit proposer une SICAV qui fait du viager. Et là, elle ne comprend pas très bien et elle voudrait d'abord qu'on lui explique et qu'on partage avec elle les risques qu'il y a à investir sur ce type de placement. Sur un fonds qui fait du viager. Oui, c'est tout nouveau. Il y a une société de capital investissement sur la place de Paris qui vient de lancer ce produit-là. Le principe, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'investir dans un viager, c'est-à-dire de payer un bouquet et puis de payer une prime à la personne qui est encore dans le lieu, là, vous allez investir par le biais d'un fonds. Et le fonds va lui-même sélectionner les biens immobiliers qui va faire figurer et qui sont en viager. Et donc, l'intérêt, entre guillemets, présenté par la société de capital investissement, c'est de dire, nous, on va sélectionner des biens qui sont très bien placés, et surtout des gens... D'où viendra le rendement, excusez-moi? Alors, des gens qui ont entre 80 et 85 ans. Voilà. Alors le rendement, en fait, la revente des biens. Exactement, puisque quand vous souscrivez un viager, quand vous entrez dans un viager, qu'est-ce que vous faites? Vous payez un bouquet, donc une certaine somme, mettons 50 000 € pour un appartement qui peut en valoir 300 000 sur le marché actuellement, et puis vous allez payer une prime, mettons 1 500 € à la personne qui est dans le bien, en espérant ne pas avoir à payer davantage que le prix de marché. C'est un peu ça le principe du viager. C'est une forme... On se souvient du notaire qui avait acheté en viager la maison de Jeanne Calment. De Jeanne Calment, ouais. Et puis on pense aussi... Il y a un film là-dessus, Le Viager, avec Michel Serrault, assez célèbre aussi. Mais le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir acquérir un bien avec une décote importante, des fois jusqu'à 45% si la personne quitte les lieux ou si elle vient à décéder. Donc c'est une façon intéressante soit de placer de l'argent. Généralement, on la déconseille pour une acquisition en résidence principale, mais certaines personnes le font quand même. Faire du viager comme ça peut être intéressant. Là, le principe, c'est donc de rentrer dans un fonds et de profiter du rendement. Donc le rendement va se faire effectivement sur le rattrapage, sur la vente des biens. La société prévoit un rendement environ annuel de 5 à 6%. Voilà. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, du coup, le risque est mutualisé, mais enfin, il y a quand même des risques? Alors, il y a toujours un risque. Parce que le risque, c'est le marché de l'immobilier, tout simplement. D'accord. Si à la sortie, au moment de la vente du fameux bien, le marché immobilier s'est retourné, vous allez peut-être avoir surpayé ce bien-là. Donc, il reste un risque. Après, c'est un produit qui n'est pas non plus réglementé par l'AMF. Donc, c'est un produit qui est destiné à des gens qui peuvent verser au départ 30 000 € s'ils ont 1 million d'euros de dépôt ou en assurance vie, sinon vous montez sur 250 000 € pour une mise de départ. Donc ce n'est pas réservé à tout le monde non plus. Donc ça reste un produit risqué, c'est pour ça que ça a été mis en place par une société de capital investissement. C'est un produit risqué et puis aussi c'est un produit sur lequel il y a des frais. Parce que j'attire quand même l'attention, quand on souscrit un produit financier, c'est bien de regarder les gains, c'est aussi très bien de regarder les frais qui vous sont prélevés. Et sur ce produit-là, en l'occurrence, puisque le but c'est quand même de rester jusqu'au terme du produit, je crois que c'est 8 ans, il faut savoir qu'il y a quand même 9% de frais de souscription. On vous propose un rendement de 5 à 6% par an, et que si jamais vous faites un rachat, vous aurez 5% de frais de rachat à chaque rachat, sachant que de toute façon votre rachat sera limité, c'est-à-dire que si vous comptez sortir dans un an de ce produit-là, vous ne pourrez faire un rachat que tous les trimestres, qui vous coûtera 5%,
Et ce rachat ne pourra être équivalent qu'à 5% de la mise que vous avez mise. Donc à chaque fois, vous allez vous... Donc voilà, okay. il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est un placement qui peut se révéler intéressant, ça reste un placement risqué, et c'est un placement pour du long terme. Voilà. Voilà donc pour la réponse que l'on pouvait apporter à Stéphanie de Melun. On essaye rapidement de répondre à Charles de Courbevoie. Oui, allez. Pour assurer la gouvernance de sa société, son notaire lui propose un mandat de protection future. Qu'est-ce que c'est ? Assez rapidement. Rapidement, tout simplement, c'est une assurance, tout comme l'homme clé. Le principe là, c'est de désigner quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui, au moment où le chef d'entreprise aura un problème physique, de santé, ou pourra plus assumer ses fonctions, de mettre directement en place une équipe qui va prendre la direction de la société, va assurer la pérennité de la société et va aussi assurer la gestion du patrimoine du chef d'entreprise. D'accord. L'intérêt, c'est que ces gens-là, ça vous le signez devant un notaire, et que ces gens-là devront rendre des comptes chaque année devant un notaire de leur action. Donc c'est pas un contrat, c'est pas une carte blanche qu'on donne à quelqu'un. Il y a un mandat et il y a un mandat à respecter et ça permet d'assurer la gouvernance de la société et ça permet surtout d'assurer sa pérennité et d'assurer des emplois derrière. On peut imaginer que de plus ces personnes-là seront au courant de l'histoire de l'entreprise. Oui, généralement ce sont des gens qui sont déjà au sein de l'entreprise, présentes au sein de l'entreprise, tout à fait. Merci beaucoup Gilles Petit donc du magazine Gestion de Fortune. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin qu'on vous réponde. Vous pouvez le faire sur notre site internet ou bien encore par mail intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr. Merci Gilles, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. À bientôt.